Bonjour à tous, bonsoir pour ce nouveau webinaire de SoufTech Invest. Merci à vous de nous rejoindre. Merci à vous de participer à ces différents webinaires. L'objectif pour nous, c'est de vous, non seulement vous présenter des opportunités d'investissement dans le secteur de la défense, mais c'est aussi de vous familiariser avec ce secteur qui va devenir de plus en plus important. Donc, on est très heureux d'accueillir ce soir Anthony et Jacques-Henri de la société Cosmix. Donc, vous avez pu voir la société Cosmix sur la plateforme depuis quelques temps et on est très heureux d'accueillir maintenant Anthony pour faire cette présentation. Donc, Cosmix a eu donc une actualité extrêmement et a une actualité extrêmement intense. Et Anthony nous parle directement depuis le salon Eurosatori. Donc, on espère que la connexion va rester stable jusqu'au bout parce qu'il y a énormément de monde au salon Eurosatori, peut-être comme vous l'avez entendu. Mais on est très heureux de l'avoir avec nous et aussi de vous faire sentir un peu l'ambiance du salon à travers lui. Et en attendant que les différents participants continuent à s'inscrire, je vais vous donner quelques éléments d'actualité sur SoufTech Invest. Donc, on est le 18 juin 2026, ça fait pile 2 ans qu'on a fait l'annonce du lancement de cette initiative. L'initiative, c'est de permettre à des Français, à des particuliers d'investir dans un secteur important qui est celui de la défense. Donc, bon, l'actualité et les développements ne nous détrompent pas sur cette ambition. Et ces deux piliers qui sont très importants pour nous, à savoir le premier, vous proposer des projets d'investissement pour pouvoir bénéficier de cette croissance importante du secteur. Et le deuxième, d'aligner vos investissements sur vos convictions, parce que vous êtes nombreux à nous le dire. Aujourd'hui, il est important pour vous d'investir dans des sociétés françaises qui contribuent directement par leurs activités au renforcement des capacités de défense de la France et des forces armées. Ça vous tient à cœur. Quand on peut lier investissement, rentabilité et conviction, quoi de mieux? Donc, c'est notre objectif. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de fêter nos 2 ans et de continuer à vous présenter ces projets, notamment avec de l'actualité pour SoufTech Invest, qui est donc sa croissance. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des projets de fonds propres auprès de sociétés innovantes. Donc, on va parler que c'est une société particulière en ce sens-là, parce que c'est aussi une société industrielle qui est en plein développement industriel et en pleine croissance commerciale, mais aussi beaucoup de sociétés innovantes. Et on se rapproche désormais d'un mouvement d'entrepreneurs, d'experts de l'industrialisation et de la réindustrialisation, qui sont les forces françaises de l'industrie, dans le but de vous proposer désormais de pouvoir investir dans les PME industrielles, ces fameuses PME de la BITD, qui elles aussi vont avoir besoin d'investir pour être dans des plans de transformation, soit d'augmenter les capacités de production, soit de certifier les entreprises, se digitaliser, exporter. Enfin, un moment où les entreprises industrielles ont besoin de se transformer, de pivoter, d'évoluer et quelque part aussi ont besoin de financement. Donc, on veut avoir la possibilité de donner cette opportunité d'investir dans ces entreprises qui sont sur tout le territoire français. Donc, des entreprises qui sont à côté de chez vous, qui font aussi le tissu économique de vos régions et qu'il est important de soutenir. Et comme je le disais, notamment à un moment où la réindustrialisation, notamment dans le secteur de la défense, va être quelque chose, est une tendance lourde qui va se poursuivre dans les années à venir. Donc, cette extension de la plateforme avec les forces françaises de l'industrie, on l'a appelé l'investissement français. Donc, l'investissement français, c'est les Français qui investissent dans des entreprises en France. Et c'est la thématique qu'on va développer dans les semaines et dans les mois à venir et sur lesquels on vous proposera des nouveaux projets. Et enfin, je le disais, l'actualité, c'est Eurosatori, le plus gros salon d'armement terrestre du monde, et Anthony pourra nous en parler, pourra témoigner, une très forte croissance du salon, énormément d'intérêt autour du secteur de la défense. Et donc, nos entreprises partenaires sont là-bas, sont sur le terrain.
Et on est aussi très fiers et très heureux de faire ce webinaire quelque part en direct du salon avec Cosmix. Donc, comme d'habitude, la mécanique du webinaire est la même, va durer à peu près 1 heure. Axel, des entrepreneurs, est avec nous, donc elle a participé activement à l'analyse de la société Cosmix. Et donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat directement. Et on les prendra soit au cours du webinaire, soit après. N'hésitez pas sur les aspects, notamment financiers, c'est l'opportunité. Anthony et Jacques-Henri, qui se présentera, qui est CFO, qui est très expérimenté en matière industrielle et qui travaille désormais avec Cosmix justement pour développer, depuis cette levée de fonds, développer fortement et accélérer la croissance de Cosmix avec Anthony. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra. Avec grand plaisir. Et je vais, avant de donner la parole à Anthony et à Jacques-Henri pour présenter la société en détail, je vais poser un peu le contexte. Pourquoi nous, chez SoufTech Invest, Cosmix nous intéresse beaucoup. Eh bien, en premier lieu, parce que Cosmix, c'est une société industrielle. Quand on parle d'investissement dans la défense, à ce stade d'investissement, on s'adresse beaucoup, et vous en verrez d'autres sur la plateforme SoufTech Invest, des sociétés très innovantes, des deep tech qui développent des nouvelles technologies. Eh bien, avec Cosmix, bien sûr, on développe des nouvelles technologies, mais aussi on est vraiment dans une problématique industrielle de production. Et le hardware, c'est un peu le retour, maintenant qui a été bien compris, qu'on peut bien sûr développer, avoir des startups qui vont développer des projets, des nouvelles technologies qui vont être disponibles dans quelques années. Mais ce qui est aujourd'hui aussi très important, c'est d'avoir des entreprises qui proposent des capacités de production extrêmement efficaces. Et Cosmix s'inscrit clairement dans cette tendance forte du retour au hardware. On maîtrise nos outils de production pour recréer de la masse, pour produire au bénéfice des forces armées. Donc, la particularité de Cosmix, c'est cet état avancé dans le développement des produits, donc des produits qui sont matures, des produits qui sont vendus. Anthony l'expliquera, qui sont vendus aux forces armées françaises, mais aussi à l'export, à des industriels. Donc, on a affaire à une société qui a une forte croissance devant elle, mais qui est déjà à des niveaux technologiques très matures, et donc un niveau d'investissement risque financier qui est aussi bien moindre par rapport à des jeunes sociétés qui sont purement dans la technologie. C'est ça qui nous plaît aussi chez Cosmix. L'analyse qu'on en fait, donc ce retour du hardware, et aussi le croisement avec l'impression 3D. L'impression 3D, on en est convaincu, c'est un facteur de production qui va révolutionner, qui révolutionne déjà aujourd'hui et qui va continuer de révolutionner la façon de produire. Produire au plus proche des besoins, produire de manière décentralisée. Et donc, c'est une réelle révolution dans laquelle Cosmix est un des acteurs les plus avancés, avec la capacité de construire des imprimantes 3D très performantes, mais aussi de manière totalement souveraine. Et cette capacité a été reconnue par l'OTAN, par l'Europe, l'Agence européenne de défense, qui a remis très récemment, en mars 2026, le prix de l'additive manufacturing, donc de l'impression 3D à Cosmix, ce qui lui ouvre de fortes perspectives futures. Et Anthony, je me permets, c'est le premier prix. Le premier prix. Donc, le premier prix de l'European Defence Agency, que vous connaissez par ailleurs parce qu'il finance CIR, a été remis à Cosmix, qui reconnaissent cette capacité, et notamment dans le secteur de la défense, qui est le secteur qui nous occupe le plus. Et donc, Anthony pourra revenir là-dessus, sur toutes ces opportunités commerciales qui sont ouvertes auprès de l'OTAN, puisque un des gros points important aussi, pilier de notre conviction sur laquelle on revient aujourd'hui, c'est que Cosmix, en fait, c'est très inédit, maîtrise totalement l'intégralité de sa production. Vous avez beaucoup de gens qui vont faire des équipements industriels, qui vont faire de l'assemblage, finalement, acheter des composants à droite à gauche, des logiciels et les assembler. Le pari de Cosmix dès le démarrage, c'est d'avoir une maîtrise complète
tu nous diras si je me trompe, mais quasiment jusqu'à la carte électronique. En tout cas, le logiciel, c'est eux qui le développent. Tous les équipements, c'est eux qui les sourcent. Et donc ça, dans le monde à venir, on commence à entendre la ritournelle de plus en plus forte de la souveraineté. Par exemple, quand un Donald Trump empêche Anthropic, qu'est-ce qui empêcherait demain de la livraison d'une technologie, d'une terre rare, d'un matériau, d'un logiciel qui bloquerait complètement la production? Et Cosmix a cette capacité de tout maîtriser et donc d'être extrêmement résilient dans ces périodes qui nécessitent et vont nécessiter énormément de résilience. À savoir que les acheteurs, dès maintenant, les acheteurs militaires, ils ont encore cette capacité à voir un peu plus loin que le reste quelque part de l'économie, sont déjà, et Anthony pourra nous en parler, sont déjà privilégient énormément cette résilience industrielle, cette souveraineté sur la chaîne de production. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et enfin, pour nous, investisseurs, une autre opportunité très importante, c'est la réalisation que Cosmix vient de finaliser. Et c'est pour ça qu'ils ont été aussi très occupés ces dernières semaines. Ils viennent de boucler un tour de financement d'1,3 million auprès de réseaux de business angels, de différents réseaux de business angels très expérimentés sur le segment industriel. Et donc pour nous qui suivons cette levée de fonds, c'est un momentum, c'est une sécurité sur la disponibilité des fonds pour Cosmix pour réaliser cette croissance qui est aussi quelque chose de très positif, de dérisqué au moment de notre investissement. Je fais un tout petit passage rapide sur les sujets fiscaux pour dire qu'aujourd'hui, l'investissement dans Cosmix, on ne promet pas quelque part de réduction fiscale. Le dossier en lui-même, de toute façon, est déjà assez pertinent et intéressant et porte, et Jacques-Henri reviendra sur les perspectives de sortie et les perspectives de gains sur le dossier Cosmix. Mais il y a une discussion en cours approfondie avec l'administration fiscale pour que, et on est très confiant, pour que Cosmix puisse très vite bénéficier d'un statut de jeune entreprise innovante de rupture qui, petite cerise sur le gâteau, permettrait aux gens qui investissent en direct de bénéficier d'une réduction fiscale de 50% sur leur investissement. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Pierre-Élie. Les avocats, c'est pas nous qui sommes confiants, mais les avocats qui sont confiants sur la réussite de l'obtention. C'est une question administrative et comme toute question administrative, ça prend du temps, mais c'est dans les tuyaux. Donc nous, du côté, on est très précautionneux. Donc dans toutes les communications, vous verrez, on parle de potentiel de JEIR, mais sachez que cette bonne nouvelle pourrait arriver et donc avec un impact aussi bien sur le business plan de Cosmix, puisque ça permet d'avoir une exemption de charges sociales, donc ça renforce la compétitivité de la société, mais aussi pour les investisseurs ceux qui investissent en direct en personne physique ont la possibilité de défiscaliser jusqu'à 50% de la société. Donc, vous avez directement un gain de 50% dès l'entrée, dès la première année. Donc, à suivre sur ce segment. Donc voilà, notre conviction, c'est ça, c'est de l'industrie. Je laisse la parole à Anthony pour vous présenter cette belle entreprise qu'il a cofondée il y a de là quelques 5-6 ans maintenant et qu'on est très heureux de vous présenter ce soir. Merci Anthony, merci Jacques-Henri, merci Axel et on vous écoute. Merci pour cette belle présentation et cette belle entrée en matière, Pierre-Élie. J'avais déjà énormément de sujets sur lesquels je pouvais rebondir, mais je vais me cadrer. Donc, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire raconter l'histoire, parce que Cosmix commence d'abord par l'histoire de Visière Solidaire. En fait, moi, pour ma part, j'ai une vingtaine d'années d'industrie derrière moi. Et pendant le confinement, je me retrouve à la maison à commencer à fabriquer des visières chez moi pour protéger les soignants, acteurs de la fonction publique. Ça a pris une ampleur assez exceptionnelle qui a montré plusieurs choses, mais j'y reviendrai après. Mais déjà, la solidarité s'est mise en place et un peu plus d'1 million, on a fait un peu plus d'1,5 million visières avec un peu plus de 15 000 makers, donc qui sont des bénévoles qui utilisent des imprimantes 3D. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en plus de la compétition moto, à utiliser l'imprimante 3D.
De mon esprit industriel, regardant ça de loin, je pensais vraiment que l'impression 3D était quelque chose de mature et déjà prêt industriellement. J'ai pris une grosse claque en plein visage en me rendant compte qu'en fait, les outils qui étaient mis à disposition étaient tout sauf fiables, tout sauf répétables. Et c'est de là qu'avec les équipes de bénévoles de Vivière Solidaire qui souhaitaient continuer et rentrer dans l'aventure, on a monté l'association, donc la société Cosmix, où on s'est dit, on va créer l'imprimante résiliente qui nous aurait permis de répondre aux besoins et qui va forcément répondre aux besoins industriels de demain. Et c'est comme ça que démarre l'aventure. Pour cette activité et cette aventure, bénévole, j'ai eu l'honneur d'être nommé prodige de la République pour cette action bénévole. On m'a dit que je ne le disais pas assez, donc je me permets de le dire maintenant. Donc, création de la société, l'objet, c'était vraiment de se dire, il faut qu'on soit en capacité de produire un outil français, européen de préférence, répétable, pour permettre de déployer une production en fabrication additive, parce qu'on avait la certitude, et j'avais la certitude qui se confirme aujourd'hui, que cet outil allait, dans le cadre où on arrive à le faire devenir répétable et compétitif, devenir un incontournable de la production industrielle. Donc, on a commencé d'abord par créer la Cosmix Nova. Je ne sais pas si vous voyez la souris quand je me déplace, peut-être pas. Mais en fait, la petite machine, on a commencé par celle-ci, qui nous a permis en fait de commencer à mettre toutes les briques de ce qu'on voulait mettre dans la machine, c'est-à-dire un ensemble de mécaniques extrêmement simple et facile pour limiter ce qu'on appelle les cascades de jeu. Donc, je suis désolé, je suis un peu technique, mais c'est important. En gros, ça permet de limiter les risques d'avoir des pièces qui sont différentes les unes des autres d'une machine à l'autre. Parce que ce qui est formidable avec la fabrication additive, c'est qu'on peut avoir des unités de production qu'on peut répartir partout où on veut avec plein d'unités de production. La contrepartie, c'est que si cet outil n'est pas fiable, ben vous avez un potentiel de 100, 200 machines qui peuvent devenir instables. Et ça, pour Cosmix, ce n'était pas possible. Donc, on a fait un gros travail, comme l'a dit Pierre-Élie, à sourcer les produits parce qu'on a démarré en plein Covid. Certains m'ont dit que j'étais fou. Il semblerait que finalement, pas tant que ça. Mais on a fait un gros travail pour sourcer et fabriquer la machine le plus simplement possible pour qu'elle soit résiliente tant dans son approvisionnement, tant par sa capacité à rester extrêmement fiable chez le client. Donc, c'est toujours très difficile de faire simple et ça a été tout le travail qu'on a fait avec les équipes de Cosmix. Le logiciel également est fait par nous, mais j'y reviendrai plus tard. Et en gros, on a capitalisé sur tout ce qui s'est passé pendant le Covid pour se dire, OK, il faut qu'on fasse des outils de production automatisés qui permettent aux utilisateurs industriels de pouvoir produire en continu. Parce qu'en fait, c'est ça la grande force de ce produit, c'est de la disponibilité immédiate. Si en plus on ajoute à ça la personnalisation et la production en continu, ben en fait, on n'a quasiment plus de défauts sur cet équipement. Donc, on a été les premiers à proposer si je peux me permettre juste une petite... Si je peux me permettre juste une petite précision à l'attention de tous les auditeurs, c'est que les machines que vous voyez sur toutes les slides, sans exception, ne sont pas des visions 3D de produits qui n'existent pas ou qui seront à construire. Aucune de ces images ne correspond à autre chose qu'une machine que si vous venez dans les locaux, vous pourrez voir tourner et qui, pour l'essentiel, a déjà été implantée chez des clients. C'est important parce qu'en général, dans les projections qui sont faites par les startups, une partie des produits qui sont présentés correspondent à des visions d'artistes. Là, en l'occurrence, c'est des visions d'artistes parce que c'est un artiste qui les a construits, mais il n'y en a pas une seule qui n'est pas une machine réellement, physiquement existante et qui tourne. Vous en avez deux de dos qui tournent juste ici. En plein salon. Donc, merci Jacques-Henri pour cette précision. C'est vrai que pour moi, c'est une évidence, mais merci pour cette précision. Mais pour avoir vu beaucoup de présentations, ce n'est pas toujours évident, et a fortiori sur des projections avec des produits industriels, quand ceux-ci sont en général présentés, une grande partie d'entre eux ne sont pas faits. Là, en l'occurrence, on a des produits, encore une fois, quiconque vient au bureau va pouvoir se balader et voir toutes ces machines tourner qui sont des réalités qui sont déjà livrées. Et les voir chez nos clients, j'y reviendrai plus tard, mais les voir chez nos clients parce que c'est notre première publicité, c'est nos clients. Donc, en gros, dans cette complexité, on s'est dit, pour pouvoir distribuer la production, il faut qu'on soit en capacité de la sécuriser. Donc, avec Pierre-Alexis, qui est mon CTIO, on a développé une blockchain qui lui revient à 100% en termes de compétences. Je ne vais pas me l'approprier pour permettre une sécurisation et surtout d'être interopérable avec les autres équipements via la blockchain, ce qui nous a permis d'être extrêmement rapidement intégré à l'armée de terre avec la blockchain intégrée à l'armée de terre et également interopérable avec d'autres armées européennes, ce qui nous a permis, comme l'a dit Pierre-Élie tout à l'heure, d'obtenir le premier prix de la M-Village lors de notre représentation il y a un peu plus d'un mois.
Pour pouvoir faire ça, il faut passer des matériaux qui vont du plus simple, comme un paillela. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plastique vraiment très facile à imprimer, jusqu'à des matériaux extrêmement complexes, du polypropylène carbone, fibre de verre. On a également des matériaux aujourd'hui carbone Kevlar qu'on développe avec nos partenaires matières. Je dis tout de suite, nous ne fabriquons pas la matière, donc les matériaux qu'on met dans la machine. En revanche, on a sélectionné des partenaires qui répondent à notre cahier des charges sur lesquels on met notre patte et notre logo. Donc, ce que vous voyez en face de vous, vous avez de gauche à droite. Donc, vous avez la micro-usine qui est en gros plan. Ensuite, vous avez… Ah, Pierre-Élie a levé la main. Juste, j'aurais été intéressé de comprendre, pour les forces armées aujourd'hui, c'est quoi leur enjeu de production qui vont venir vous voir pour acheter des imprimantes 3D? À quoi elles vont leur servir? Il y a, alors, officiellement et dans la globalité, au maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire qu'ils vont déployer les machines, donc ce qui va être des vrais sujets avec les équipementiers, mais j'y reviendrai plus tard. C'est pour faire du maintien en conditions opérationnelles terrestre pour la CIMT et armée de l'air pour la DMI, donc aérien. Donc c'est ça. Et également, on a des gros sujets en ce moment de drones. Donc, vous voyez, on a un travail avec un droniste sur lequel la fabrication additive a une grosse part de marché. Donc je fais un petit quand même petite parenthèse sur le salon Eurosatory, il y a eu énormément de demandes d'unités complètes de production pour fournir des unités de production de drones. Donc pour les armées, le sujet c'est de produire de la pièce de maintien en conditions opérationnelles et d'être au plus interopérable avec les armées de l'OTAN, ce qui fait notre force et notamment le fait qu'on ait fait le logiciel parce que ça nous permet d'être très rapidement interopérable avec d'autres solutions. Et après, il y a d'autres pièces où je n'ai moi-même pas le retour d'informations parce que les FUSCO, par exemple, ont emmené nos machines en théâtre opérationnel, mais je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et on a eu des machines également qui ont été emmenées en Roumanie Alors juste du théâtre d'opération. pour nos spectateurs, donc le MCO, maintien en conditions opérationnelles, basiquement c'est la maintenance. Donc la maintenance des véhicules qui sont déployés sur le théâtre d'opération. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que les forces armées se préparent aujourd'hui à des conflits de haute intensité. Donc leur capacité à maintenir les véhicules sur le front, c'est des sujets qui les occupent énormément. Et donc ils se préparent à ça. Et l'impression 3D est un moyen très important. Anthony a parlé de la CIMT. La CIMT, c'est le service qui est de l'armée de terre qui fait le maintien de tous les véhicules de l'armée de terre, tous les véhicules terrestres. Donc, c'est un gros acheteur, il reviendra dans la présentation. C'est un client de Cosmix. La DMAE, c'est la direction de la maintenance aéronautique. C'est l'organisme qui s'occupe de la maintenance de tous les aéronefs des forces armées et pas que, des douanes, police, gendarmerie aussi, de l'État. Et de l'espace. Et de l'espace. Et donc, c'est aussi un client important de Cosmix. Donc, les problématiques de maintenance et l'autre sujet, donc parler de produire proche de la ligne de front des drones, des objets de plus en plus innovants directement par l'utilisateur. Jacques-Henri, tu Alors, si je peux me permettre, je vais donner la version un peu béotienne, parce que celle qui expose Anthony, c'est celle de quelqu'un qui est très spécialiste et qui passe son temps à discuter avec des spécialistes. Comprendre l'intérêt de la production 3D localisée ou délocalisée dans les endroits typiquement de maintien en conditions opérationnelles sur les théâtres d'opération, c'est très très simple. Quand vous avez, je vais prendre un exemple basique parce que moi, c'est celui qui m'a permis de comprendre. Si vous êtes chargé de l'entretien d'une base militaire paumée au milieu du Sahel et que là-dedans, vous avez des véhicules, des avions, des matériels au sol, plus tout un tas d'infrastructures qu'il faut maintenir et qui, bien évidemment, sont soumises à des conditions compliquées, la logistique nécessaire pour pouvoir rapatrier ou pour pouvoir être en mesure de faire face aux différents sujets, pour 80% des pièces, c'est un chiffre estimatif, ne me demandez pas la mode de calcul, c'est évidemment des sujets sur lesquels vous êtes censé avoir des pièces détachées. Qui dit avoir des pièces détachées, dit logistique, chaîne logistique avec un container, la commande des pièces auprès des fournisseurs, l'emballage des pièces dans des petits cartons qui sont pour l'essentiel pleins de vide, et il faut amener tout ça dans une base qui est paumée au milieu du Mali ou de n'importe où dans le monde. À la place, vous avez une imprimante 3D, une série de fichiers, il y a 60% ou 70% de ces problématiques qui sautent. Voilà, de façon très concrète, quand on dit c'est quoi l'intérêt de l'imprimante 3D dans le maintien opérationnel, c'est d'un seul coup des centaines à l'échelle d'une armée nationale, c'est des centaines, voire des milliers de containers en moins
c'est des milliers de commandes en moins et c'est des milliers de boîtes à foutre en l'air en moins avec un outillage qui a le mérite de pouvoir produire aussi bien le plastique de base qu'une pièce avec aujourd'hui, et c'est tout le génie de Cosmix, qu'une pièce avec des compétences ou des qualités techniques qui sont parfaitement remplies. Je vais reprendre la main, Jacques-Henri, merci. Je vais essayer d'être un peu plus Vas-y, je te vulgarisateur la laisse. dans les prochaines minutes. En gros, ce qu'il faut comprendre également, je vais changer de slide parce que sinon je pourrais passer des heures à parler des machines. Mais en fait, à la base, on a visé les industriels parce que c'est mon appétence et ma compétence, et c'est le produit qui a ouvert sa place dans les forces armées naturellement. Donc, comme je l'ai expliqué, la première question qu'on me pose régulièrement, c'est quoi votre barrière à l'accès? Ma barrière à l'accès, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fait, d'être en capacité de faire un outil de production aussi complexe qui est capable de répondre à autant de besoins, en fait, c'est pas donné à tout le monde, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tiré notre épingle du jeu et qu'on risque de ne pas s'arrêter de le faire. C'est un ensemble de mécaniques et de logiciels très complexes qui fait que même si vous copiez la mécanique qui est au demeurant très simple, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'était une volonté, tout le reste est extrêmement compliqué à copier parce que c'est beaucoup d'expertise, d'expérience et de rétex client. Ce qui fait qu'on a un avantage décisif aujourd'hui pour les industriels, plus que pour l'armée en réalité, c'est la production ininterrompue, parce que chaque machine est une unité de production elle toute seule. Elle est capable de produire de façon continue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui intéresse beaucoup nos clients industriels comme Autoboc ou Airbus, qui produisent avec nos machines. Une vitesse de production qui est 10 fois supérieure par rapport à celle que vous pouviez trouver jusqu'à présent. Et on a une des vitesses les plus rapides du monde, tout en conservant une précision extrêmement fine de pièces. La maintenance simplifiée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et l'autonomie industrielle, comme l'a expliqué Pierre-Élie, l'ensemble de nos compétences sont en France. Le châssis vient de Normandie, les résistances à l'intérieur viennent de Normandie, l'ensemble est assemblé chez nous. On a la maîtrise de l'outil, ça nous a été beaucoup... on a été félicité par la DGA pour ça, notamment dans notre capacité à tenir avec une chaîne d'approvisionnement logistique limitée. Donc en gros, nous sommes vraiment, parce qu'on est né pendant le Covid, donc on avait des problèmes d'approvisionnement, donc on a su faire sans. Donc quand on arrive à se déployer, quand c'est compliqué, en général, quand ça commence à aller mieux, c'est beaucoup plus simple pour nous. On a également des matériaux, donc là je vais juste très rapidement vous faire la liste. On a plus de 300 matériaux compatibles parce qu'on ne voulait pas verrouiller le client. On a un accès à distance à l'équipement parfaitement sécurisé. La sécurisation peut se faire par crypto. Quand je dis crypto, c'est comme on l'a expliqué, par blockchain ou par système de cryptage un peu plus usuel. Le système d'exploitation est développé par nous. On a une traçabilité de production, ça on a un des rares à le faire parce qu'on apporte notre patte industrielle. Donc la machine est un écosystème à elle toute seule. Donc quand vous les mettez ensemble, c'est un écosystème de machines qui va éditer les rapports d'impression pour chaque impression. C'est très important pour la traçabilité complète et devenir un tiers de confiance pour le fabricant ou l'OEM. Et des services d'accompagnement sur mesure logiciel. On est tellement serein sur notre produit qu'il est garanti 5 ans parce que nos machines tournent sans aucune interruption, sans aucun problème depuis le départ. Là, vous avez un panel de clients non exhaustif, très clairement, parce qu'il y en a pas mal que je peux malheureusement pas citer, mais vous voyez que ça peut aller d'un Rheinmetall qui, alors quand même, point extrêmement important, Rheinmetall achète et revend notre machine en marque blanche. Pour un industriel comme moi qui a grandi comme Obélix dans l'industrie, qu'un industriel allemand déjà achète une machine industrielle française pour la revendre. Astérix plutôt. Pour la revendre, c'est déjà exceptionnel, mais en plus, quand c'est un industriel de la défense, c'est encore plus exceptionnel. Donc, ça montre l'impact qu'a notre machine dans le milieu de la défense et dans le milieu industriel. Donc, on travaille avec la CIM, comme expliqué, Rheinmetall, la Marine nationale avec les Fusco, Airbus Hélicoptère, Safran, Thales, Autoboc qui est le numéro 2 mondial de la prothèse, Lattice Médical, Orthoplus pour le milieu dentaire, Orano, je ne vais pas tous les citer. Il y a une liste extrêmement longue. C'est ce qui fait notre force aussi. On a un panel client qui est assez énorme. Juste une petite question un peu technique. Dis-moi. Donc, tu parlais de l'impression, on ne sait pas trop les matériaux, est-ce que c'est des résines ou pas, mais est-ce que vous imprimez aussi du métal Oui, tout à fait. ou d'autres résines, des céramiques, enfin, en termes de typologie de matériaux que vous imprimez, qu'est-ce qui est disponible? Là, la faculté de Cosmix, c'est de savoir déposer de la matière avec précision sur 3 axes. Donc, on est capable de déposer du matériau composite, de la matière très simple, comme tu dis, c'est pas de la résine, mais c'est du polymère chargé, donc c'est du plastique pour ceux qui ont moins l'habitude d'entendre polymère. Et on a également de la céramique, du métal qu'on est capable de produire. Ça demande du post-traitement, mais aujourd'hui, la demande est en train de grandir sur ce sujet-là. Et
ne serait-ce que sur le salon, je ne veux pas divulguer de secrets parce que je suis un NDA avec eux, mais on a une belle proposition de valeur pour faire 2 assemblages technologiques, pour pouvoir faire une nouvelle proposition encore inédite sur la fabrication de métal. Donc je confirme, Pierre-Élie, nous sommes en capacité de passer de matériaux souples, polymères, à très rigides, très légers comme des drones par exemple, à des matériaux extrêmement solides qui peuvent remplacer des pièces de production ou d'industrie à forte charge, jusqu'à faire de la pièce métal ou céramique, en effet. Au niveau de la défense, donc ça, on est déjà revenu dessus. Au niveau du médical, je vais faire un petit focus dessus parce que c'est quand même pas un petit secteur. On a aidé Autoboc à transformer son outil de production pour la fabrication de prothèses externes médicales. Et aujourd'hui, ils utilisent nos solutions de production continue pour transformer à l'échelle mondiale leur outil de production. Donc, c'est un contrat qu'on est en train de signer et qui se développe en fait à l'échelle mondiale parce que nous avons été identifiés comme l'acteur de fabrication de machines qui allait les accompagner. Au niveau de la production continue, ben voilà, il y a Orange, Total Energy, Thales, Airbus et j'en passe qui utilisent nos systèmes, beaucoup d'autres industriels. Ça, c'est le fameux contrat. Donc, c'est le premier contrat où j'ai été extrêmement heureux. Je pense que c'est la première fois que je fais sauter le bouchon de champagne, où on a signé l'exclusivité avec le maintien en condition opérationnelle terrestre. Ce que vous voyez là, c'est l'assemblage des machines. Donc, ça reprend ce que disait Jacques-Henri. Vous voyez que ce n'est pas des photos de montage, c'est vraiment des machines qui tournent et qui sont aujourd'hui livrées et disponibilisées sur les bases de l'armée. Et c'est un contrat exclusif sur 2 ans, extensible sur 3-4 ans sur ce contrat-là, mais il est exclusif à Cosmix. J'étais encore en train de discuter avec les lieutenants-colonels et les dirigeants et les hauts états-majors qui nous font confiance et qui continuent d'avancer avec nous. Et en général, quand ils font confiance, ils n'ont pas tendance à aller chercher ailleurs, surtout quand on commence à installer des unités de production comme ça réparties sur le territoire, en France et à l'international. Sur cette commande-là, on a déjà livré une centaine de machines. On a livré un peu plus de 108 machines qui ont été livrées, qui sont en fonctionnement et qui rendent le client parfaitement satisfait. On a un partenariat industriel stratégique. Ce que je vous voyez là derrière, donc c'est le partenariat avec Rheinmetall. C'est le pilotage des machines à distance via la solution Rheinmetall, qui, comme vous voyez sur le logo, est passé de Cosmix à Rheinmetall. C'est un accord qu'on a avec eux sur les milieux de la défense où nous n'allons pas aller parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens quand on s'appelle Rheinmetall d'aller vendre du produit. Nous, on va se concentrer sur l'Europe et ils se concentrent sur le reste pour vendre le produit en marque blanche, sachant que, pour ne trahir aucun secret, ils ont été extrêmement prévenants et avenants avec nous. Ils nous permettent de faire une marge extrêmement significative lorsqu'on travaille avec eux parce que la marque Rheinmetall fait déjà que le produit a pris de la valeur juste pour la marque. Donc, c'est assez exceptionnel. Et ils nous font une confiance qui est quand même assez certaine. Je les ai encore vus sur le salon. On a rendez-vous encore la semaine prochaine. Je comptais aller ailleurs, mais il va falloir que j'aille encore au siège de Rheinmetall pour discuter avec eux. Donc, pour moi, avec l'armée de terre, c'est vraiment une des références qui me permet d'être le plus fier en tant que patron industriel, parce que c'est quand même une référence. Là, je vous ai beaucoup parlé de mes clients, de la capacité des machines, de tout ce qu'on a fait. Il n'y a rien qui parle mieux que la production. Chez Airbus, on a eu un retour et un rétex. Ils ne font que recommander nos machines. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une machine, 2, 3, ils en sont à 4. Et là, c'est pour vous donner les performances des équipements. Vous voyez qu'ils ont passé une consommation de matière en l'espace de très peu de temps qui est juste énorme pour cet outil de production. Ils ont un taux de réussite en comprenant les tests matières qu'ils ont fait qui est de 84%. En production, une fois qu'ils ont lancé la production, ils sont à moins de 3% de perte, ce qui est l'équivalent d'un outil de production industrielle qui a plus de 50 ans d'expérience. Donc, c'est extrêmement valorisant pour nous parce que c'est vraiment ce qu'on met en avant. Si je dois faire un comparatif, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon client, on a 50% de performance en production en plus que les autres équipements qu'ils ont pu avoir jusqu'à présent ou même qu'ils ont pu essayer. Donc voilà, ça vous donne à peu près un ordre d'idée de la qualité, de la fiabilité de nos équipements et le fait que ces clients nous recommandent. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la concurrence, par exemple, par rapport au marché. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, effectivement, que Anthony a rappelé. Très intéressant aussi chez Cosmix, ce qu'on appelle la dualité. Savoir, on n'est pas uniquement sur le marché de défense, mais aussi beaucoup de marchés civils, notamment dans le secteur médical. Et donc, ça aussi, c'est une force en termes de résilience et en termes de capacité de déploiement sur différents marchés.
Je Il y a une laisse... question qui a été posée dans le chat. Prévoyez-vous de faire intervenir dans votre chaîne de production industrielle des machines supportant le métal ou la résine? Ah bah j'y ai répondu du coup. C'était ça, c'était ça. Et donc, une question d'Isabelle. Je vous salue, Isabelle, parce qu'on a échangé un petit peu par mail. Et je crois que vous connaissez Anthony aussi. Je suis content de vous avoir. Donc, en termes de positionnement de prix de vos imprimantes et Là, de nombre de machines vendues, où est-ce que vous en êtes? on a dû dépasser les 400 unités vendues et installées. On a sur le premier prix de la machine, on commence à 3 500 euros hors taxe, pardon, pour le bégaiement. Je suis un peu fatigué après ma semaine d'Eurosatory. Et pour la grande machine, la Supernova double tête, avec toute option, l'éjection automatique, la chambre chauffée ou le système de métal céramique, on peut monter sur des packages à 17-18 000 euros. C'est le panier moyen, on va dire, qu'il oscille à 14-15 000 euros. Est-ce que, avant de passer sur les chiffres avec Jacques-Henri, les chiffres de l'investissement, est-ce que tu peux nous parler un peu des développements R&D? Parce que vous avez fait des annonces en début d'année, vous avez bon, nous, on fait de l'impression 3D, mais vous imprimez en diagonale, de travers, croisé, des matériaux plombés au carbone, enfin des trucs complètement On a, fous. Est-ce que tu peux nous oui, parler oui. un petit peu de En fait, ce que vous faites en termes la grosse difficulté qu'il y a dans le milieu de la fabrication additive, même industrielle, c'est que c'est un joyeux fourre-tout, pour le dire correctement. Les différents fabricants de matières n'ont pas forcément une répétabilité ou une qualité répétable. On a ciblé des fabricants et des chimistes qui ont des unités de production qui nous permettent de garantir les approvisionnements et de pouvoir faire des développements spécifiques. On a développé, grâce à notre partenaire Tectonic, une excellente matière qui est un filament plat. Donc, c'est du paramide carbone. Donc, je vais le vulgariser, pardon. C'est du carbone Kevlar, en fait. Et on a dû le faire en filament plat parce qu'il était impossible à enrouler sur son format habituel. Donc, on est sur un produit qui est totalement innovant. On est 2 fabricants aujourd'hui dans le monde à savoir le passer. Et ça va nous ouvrir les portes de beaucoup de marchés, notamment sur une résistance matériaux qui va être juste sur des résultats qu'on n'a jamais obtenus. On s'approche de l'aluminium en termes de résistance mécanique. Excellent. Je ne vais pas Donc on pouvoir vous voit parler que de tous les développements. On a un brevet, on a des développements qui attendent qu'une chose, c'est le déploiement de notre plan d'action financier. Mais pour le coup, le seul truc qui nous retient depuis le départ, on l'a fait à la française, c'est-à-dire qu'on a été malin et on a développé par rapport aux besoins clients et on a développé avec intelligence. Mais on a une liste de développement utile pour nos clients je pourrais vous faire une liste à l'après-vert, mais on y passerait à peu près l'heure qu'on avait prévue pour les discussions. excellent. Donc, une société qui industrialise, a des clients et continue d'innover. Et donc, maintenant, on laisse la parole à Jacques-Henri, donc, qui est CFO et qui va nous parler de cette levée de fonds, de l'usage des fonds, des perspectives de croissance, de la durée de l'investissement et des perspectives de sortie aussi pour vous, investisseurs. Alors du coup, moi, j'ai pas la main sur les slides, donc Si, tu peux il faut que appuyer tu me sur les passes petites voilà. flèches avec la Ah oui, souris. si j'ai les petits, j'y ai accès avec la petite flèche. Ok. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai rejoint Cosmix il y a pas très longtemps. Je vais peut-être faire une petite brève incursion de présentation pour que vous sachiez qui vous parle. J'ai 67 ans, j'ai 40 ans d'expérience, 3 types de métiers. J'ai une formation de juriste et d'expert comptable à la base, mais avant j'étais dessinateur industriel et tourneur fraiseur rectifieur. Je suis complètement fanatique de l'industrie depuis 40 ans. Et après une première expérience d'une dizaine d'années dans l'univers de l'audit et de l'expertise comptable, j'ai rejoint plusieurs entreprises industrielles et ou de services pendant une dizaine d'années. Et en 2000, j'ai rejoint l'univers de la banque d'affaires, d'abord chez Chausson Finance, où j'ai été un des associés pendant 3 ans, 3 à 4 ans. Et puis en 2004, on est parti avec tous les associés de Chausson Finance et on a créé Aelios Finance. J'imagine que peut-être certains d'entre vous qui sont investisseurs connaissent ces partenaires. Je suis un des 6 fondateurs d'Aelios Finance. Au cours de ma carrière, j'ai participé à une centaine d'opérations, dont beaucoup dans le domaine industriel, d'à peu près tous les univers, mais avec une petite majorité sur l'univers soit de la production dans le domaine aéronautique ou dans le domaine de la production industrielle de véhicules. Donc j'ai fait des bateaux, j'ai fait des avions,
J'ai fait partie des gens qui ont repris Reims Aviation et qui ont redressé Reims Aviation. J'ai travaillé dans des entreprises de sous-traitance aéronautique, notamment sur les programmes Airbus A380 et Airbus A320 Neo. Donc, c'est des univers sur lesquels je suis très sensible à l'organisation industrielle et la mise en place de l'outil. Pour ce qui est du plan d'investissement 2026, j'en ai fini. Si d'aucuns d'entre vous ont des questions sur mon parcours, je serais ravi d'y répondre, mais on ne va pas y passer 10 ans. Ce n'est pas le sujet. Moi, je rejoins Cosmix depuis 3 mois. Pas tout à fait, pas encore. 2 mois et demi. Le chantier est important. J'arrive juste au moment d'une première levée de fonds. Vous l'avez à droite avec 1,3 million qui est plutôt même 1,4 million 150 maintenant avec l'entrée de 200 000 euros supplémentaires. On est plutôt 1,5 million. Il y a un chantier en cours avec la sollicitation. Ce n'est pas seulement un prêt bancaire. Le prêt bancaire et soutien BPI nécessite d'être travaillé avec des dossiers qui vont être spécialisés sur l'orientation des fonds. Donc, il y a plusieurs demandes en cours qui vont s'appuyer, qui font du levier sur la base de la levée réalisée. Et puis, il y a effectivement des demandes de subventions qui nécessitent de finaliser un certain nombre d'opérations préalables sur notamment tous les chantiers commerciaux en cours. Je vais y revenir un tout petit peu sur les chantiers en cours. Et puis, il y a bien sûr l'objectif 2030 qui est d'atteindre 25 millions de CA, qui fera autour de 30 à 35% d'EBITDA. Ça, j'avoue que c'est toujours beaucoup plus facile à défendre quand on a un horizon de 6 ans. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont chefs d'entreprise et savent quel crédit et quelle finesse on peut apporter ou on peut soutenir face à des objectifs à 2030. Ça donne un trend, et ce trend, il est parfaitement crédible compte tenu du prix moyen de la machine, du nombre de clients et du potentiel de machines qui vont être écoulées. Pourquoi je dis ça? Plusieurs choses. On est dans une charnière de besoins. Donc, nos clients sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui testent et qui s'intéressent à ce qui va révolutionner leurs ateliers. J'ai eu, soit en qualité de conseil, soit en qualité de dirigeant, des ateliers avec des machines. Remplacer un centre d'usinage Mazak qui prend l'équivalent d'un appartement studio par 3 machines comme celles que vous avez vues sur les photos, c'est évidemment pas quelque chose qu'on arbitre facilement et qui se décide en 15 minutes. Donc, on a des clients qui sont plutôt des grosses machines qui vont démarrer et qui, à une fois que la bascule va être faite, vont être extrêmement consommateurs. C'est ça qui soutient un horizon de 25 millions de chiffre d'affaires avec une croissance qui a une forme d'exponentialité à partir du moment où chaque acquisition client, derrière, déroule des volumes qui vont être de plus en plus importants. Ça a aussi un deuxième impact qui renforce cette idée des 25 millions de chiffre d'affaires, comme par exemple le fait que vous avez pu voir le volume consommé quand on parlait tout à l'heure du compte-rendu des retours machines. Vous avez en 7 mois de production 60 kilos, entre 60 et 70 kilos de matériaux consommés. Ça veut dire que derrière, plus on augmente le parc machine, on est dans une logique très simple, plus on a une croissance de repeat business qui devient très importante. Non pas qu'on soit exclusif, mais clairement, les gens avec qui on travaille et qui sont contents de nos machines, par définition, ils vont être contents aussi de continuer à nous solliciter pour se fournir en matériaux consommables. Et donc là-dessus, il y a une part significative de ces 25 millions de chiffres d'affaires à l'horizon 2030 qui seront du repeat business. Aujourd'hui, globalement, on a 3 grandes pistes à financer. Vous avez les synthèses en dessous. Il y a de la recherche et développement parce que l'entreprise, comme l'a développé Anthony, est sur le haut du panier dans le domaine de l'excellence, à la fois pour ses caractéristiques techniques intrinsèques de capacité de production et d'innovation sur le champ des possibles qu'elle offre, et parce que sa résistance industrielle et sa capacité à être entretenue est issue de choix stratégiques dans la conception qui en font quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, il faut à tout prix maintenir ça. Et cette base, on est sollicité sur 2 axes. On est sollicité sur
La capacité de traiter, et c'est très intéressant parce que c'est quasiment la première question qui a été posée, donc la capacité de traiter des nouveaux matériaux ou des matériaux complémentaires, à chaque fois, je rappelle que ça passe par un fil qui est fondu et qui vient s'agréger au fil précédent. Donc ça pose tout un tas de conséquences techniques qui nécessitent de renforcer nos capacités de fusion de tout un tas de matériaux, dont le métal qui est agrégé, dont les fibres techniques comme le de carbone ou les fibres de synthèse. Et bien sûr, le montant de recherche et développement, le deuxième axe qui va être travaillé, c'est la taille des machines. C'est que, évidemment, on a aujourd'hui une capacité de production de 30, 30, 60, qui fait un joli rectangle. Le principe, c'est que systématiquement, les gens viennent nous voir en disant bah, c'est génial, mais moi, j'aimerais pouvoir faire autre chose avec, et donc il me faut un truc plus grand. Ça existe. On est en train d'avoir une éclosion du marché sur des sujets qui sont à la fois très porteurs en termes de quantité, très innovants en termes de positionnement et de besoins, et qui justifient qu'on ait une politique de recherche et développement qui soit maintenue sur ces deux axes. Il est bien évident que le million qui est affecté là sera complété par une partie du soutien BPI et par une partie des subventions région Île-de-France. Il y a 1 million d'industrialisation pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire face à un afflux de demandes commerciales qui vont très vraisemblablement se traduire par des commandes. Le problème d'une commande, c'est que ça devient du chiffre d'affaires quand c'est produit. Et là, pour le coup, j'ai mon passé d'industriel qui remonte immédiatement à la surface. Avoir des commandes, c'est super, sauf que ça devient du chiffre et, par définition, de la trésorerie qui rentre quand on a produit, livré, facturé et encaissé. Donc, à partir de là, le vrai sujet maintenant, ça va être pour Cosmix de rapatrier sa production industrielle de façon à être capable, quitte, bien sûr, à ne pas se couper de la sous-traitance, parce que pour plein de raisons, il faut équilibrer les charges et être en mesure de faire face, le cas échéant, à un appel important. Je rappelle que Anthony a fait état de gros clients, qui sont des gens qui peuvent commander demain des grosses quantités. Il y a évidemment la capacité de pouvoir à la fois être l'acteur de son industrialisation et de pouvoir compter sur une répartition de charges avec des sous-traitants. On va y arriver, on va mettre ça en place, mais néanmoins, on a besoin d'internaliser. Il y a donc une partie significative de la levée qui va être affectée à ce besoin. Et puis, on a à compléter le déploiement commercial avec notamment, là, en finance du BFR, hein, c'est du recrutement. L'idée, c'est de la couverture territoriale. On a des gros acteurs, vous avez pu le voir dans la répartition, dans le rond avec tous les logos. Plus on a des gros acteurs, plus les commandes sont importantes, plus elles sont difficiles à aller chercher. L'idée, c'est là aussi de maximiser ou d'optimiser la répartition de charges entre des petites commandes, des moyennes commandes et des grosses commandes pour lisser le business. Et donc, pour ça, il faut qu'on augmente la couverture commerciale. Et donc, il y aura à peu près 700 000 euros qui seront affectés au développement commercial. Ça, c'est les grandes masses de l'orientation des besoins de financement identifiés. Je vois arriver un certain nombre de questions. Vous me permettrez, Anthony, à commencer à y répondre. J'essaierai d'y répondre à la fin. Dans le cadre de la stratégie de levée de fonds, aujourd'hui, on a un tour de table de 1,7 million pour lequel il reste les 400 000 euros à compléter. On sera plutôt sur 1,9 million si je pars du principe qu'aujourd'hui, on a déjà 200 000 euros de plus que le 1,3 million qui avait été annoncé. Mais on aura besoin de ces 400 000 euros pour aller un peu plus vite que les montants qui figurent au slide précédent. On a déjà clôturé 1,3 million. On a rajouté 200 000, dont 100 000 sont déjà versés. Donc, on est plutôt à 1,5 million. Et on a des discussions, comme je vous l'ai dit, pour faire du levier bancaire, tant sur le plan de nos acteurs bancaires, Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Coopératif, pour ne pas les nommer, et auprès des discussions qu'on a prises avec BPI, j'ai déjà eu 2 entretiens avec eux, à la fois pour faire du financement d'innovation et pour faire du financement structurel, notamment du financement d'investissement. Et bien sûr, c'est sûr que l'ensemble des levées de fonds, plus le montant est conséquent, plus le pourcentage, le niveau de sécurisation qu'on peut proposer dans le cadre du levier à des acteurs de type standard sont rassurants et augmentent considérablement le pourcentage de chances d'y arriver. Le principe, c'est que
les levées de fonds qui ont eu lieu, vous le voyez à droite, hein, on a Paris Business Angel, Side Angel, Femmes Business Angel et le club FFI. On a aujourd'hui ces gens qui sont regroupés au travers de 2 SPV, PBA, FFI et Femmes Business Angel au travers d'un FPV, Side Angel ayant le sien. L'idée, c'est de proposer à Souftech de créer son propre SPV et de venir dans les mêmes termes et conditions que les gens qui sont rentrés à l'occasion du tour précédent. Je parle là à la fois du montant proposé pour le prix de l'action, de l'ensemble vous êtes pari passu, et donc la proposition qui est faite est pari passu avec les gens qui sont déjà rentrés, en ce compris la signature du pacte d'actionnaires qui sera rigoureusement le même que celui qui a déjà été signé, de façon à ce que personne ne soit traité de façon différente au sein de l'ensemble des personnes qui auront soutenu le projet. Stratégie de sortie. Alors, je vais aller assez vite parce que les scénarios de sortie envisagés sont toujours un peu les mêmes. Oui, c'est sûr que si, à l'horizon de 5 ans, on fait 30 millions d'euros, on peut largement prévoir. Ce qui me paraît intéressant, c'est de positionner dans la croisée des chemins la cible potentielle. Je ne sais pas qui joue avec son micro, mais c'est compliqué. La cible potentielle que représente Cosmix. On est à la croisée de 2 chemins qui sont, à mon sens, porteurs pour encore quelques années. On a une énorme traction commerciale, évidemment, on l'a déjà souligné, de la part des industries militaires et ou proches de l'univers militaire. Et clairement, cette traction ne va pas s'arrêter demain. Tout porte à croire. Et croyez bien qu'en disant ça, c'est la mort dans l'âme et que je le regrette. Parce que c'est pas rassurant, mais pour autant c'est une situation qu'il faut prendre en considération. Les nouveaux équilibres mondiaux vont pas porter à ce que à un horizon de 5 à 6 ans la traction commerciale de l'univers militaire s'effondre. Donc nous on est directement aujourd'hui aspiré par cette traction commerciale et a priori plus on va y mettre le doigt, plus on va y être installé, plus on peut légitimement penser qu'on en sera un des acteurs importants. On y Par est déjà ailleurs, très bien on installé. est aussi, et on est déjà très bien installé, bien sûr. Donc, et on est aussi dans une logique où, là aussi, la petite musique de la souveraineté industrielle, si chère à mes oreilles, commence à devenir à la fois récurrente et de belle, avec un beau volume. Clairement, on est précisément dans la pertinence d'être un acteur de souveraineté industrielle, à la fois parce que les machines qu'on produit permettent de remplacer des besoins qui, eux, sont fournis par des tiers extérieurs, et parce que les machines qu'on fournit sont des machines qui sont 100% produites et sécurisées en France, donc en Europe. Ce qui veut dire que dans 5 ans, on peut imaginer toujours qu'on prendra une place dans le monde, c'est très facile de faire des tas de projections merveilleuses. Mais rien que déjà être demain un acteur de référence, et on est en train de le devenir sur le plan commercial, de référence dans l'univers de la défense et de souveraineté, je pense qu'on atteindra aisément les multiples qui vous sont présentés, c'est-à-dire qu'on soutiendra assez facilement un EBITDA cible de 13,5 millions, une valorisation avec un multiple qui, à l'époque de 3,5, sera, à mon avis, assez raisonnable, et donc une valorisation estimée potentielle de 47 millions. Je suis plus prudent sur la trésorerie nette estimée à 20 millions d'euros, mais par contre, sur la capacité de soutenir une valorisation de 10 fois entre 4,5 et 45, je pense que c'est cohérent. Donc, le calcul de TRI, il a été fait sur ces références et je vous explique pourquoi je pense qu'il a sa solidité, à charge d'apporter des réponses complémentaires si des questions se posent. A priori, j'en ai fini. Je vois dérouler des questions. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que j'ai loupées sur lesquelles il y a des réponses à apporter? Je ne crois pas. Bah si, tu tombes bien, il y a une question sur les bénéfices. Je peux y répondre, même si je n'ai pas les chiffres exacts en tête, navré. Mais on a fait, il y a 2 ans, notre première année bénéficiaire. L'année dernière, ça n'a pas été le cas parce qu'on a beaucoup investi sur la production de la machine avant la levée de fonds.
et on compte bien en le redevenir assez rapidement. Ça a été un choix d'investissement qui a fait que l'année n'a pas été bénéficiaire l'année dernière. Mais tous les éléments financiers, de toute manière, sont dans le document, si je ne dis pas de bêtises, Pierre-Élie et Axel. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Il nous reste 5 minutes. On essaye toujours de garder le timing de 1 heure max. Dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de nous contacter. S'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, on demandera à Cosmix. On commence à connaître pas mal le dossier. Donc, on est très heureux. Je souligne aussi peut-être, Jacques-Henri, est-ce que tu peux parler des scénarios de sortie? Donc, on a une perspective, nous, d'investissement d'une durée de 5 ans, avec une clause de revoyure la même que pour les business angels. L'idée, c'est d'accompagner Cosmix sur cette durée-là, 5-6 ans. Et donc, quelles pourraient être les perspectives de Cosmix à 5-6 ans? Envisageable? Si on raisonne sur un chiffre d'affaires à l'horizon qu'on a situé autour de ce qu'on a vu là, hein, de 25, pour moi, c'est entre 20 et 30 millions d'euros, parce que si s'arrêter sur le chiffre d'affaires de 25, c'est un peu ambitieux. Enfin, c'est un peu compliqué d'être aussi précis. On sera entre 25 et 30 millions d'euros avec un partenariat fort avec au moins déjà une marque qui est de référence dans l'univers de la machine-outil et parfaitement positionnée sur les 2 secteurs que j'ai posés. Donc, la première hypothèse de sortie potentielle, qui est le rachat par un acteur industriel européen de premier rang, je le graverai évidemment pas dans le marbre, mais on a déjà les bases de celui qu'il pourrait être. Pour la raison traditionnelle dans ce genre de processus qui est qu'il n'aura pas intérêt à attendre trop longtemps parce que chaque année qui passera à partir de là lui coûtera beaucoup plus cher. Et donc, si tant est que ça soit quelque chose que l'ensemble des actionnaires voudraient regarder sur le plan stratégique, ça sera probablement une des premières options de sortie. La deuxième, c'est que là, pour le coup, c'est toujours un peu compliqué, mais ça reste une option. Effectivement, soit d'un rachat par un fonds de série B dans ce qu'on appelle la série B, c'est toujours un peu difficile parce que j'ai vu qu'on est en train d'avoir un certain nombre de dispositions légales sur les limites qui peuvent être imposées, qui vont être imposées inévitablement au fonds dans les LBO secondaires et autres opérations secondaires. Le rachat par un fonds à proprement parler ne pourra se faire, à mon sens, que dans une logique de LBO avec une consolidation verticale de secteur, verticale ou horizontale d'ailleurs. Tout sera possible. On aura, je pense, d'ici 5 ans, une structuration de business dans ce domaine qui sera sûrement potentiellement intéressée par les ratios qu'on a fixés en termes de 25-30 millions de chiffre d'affaires et d'un résultat ou d'un EBITDA cible qui serait de l'ordre de 13 millions. Très clairement, c'est vraiment les cibles qu'on voit sur donc beaucoup d'investissements dans le secteur de la défense. C'est les cibles prioritaires des fonds qui sont en train de se créer. Je pense que vous voyez ça aussi, beaucoup de communication médias sur des fonds qui se créent dans la défense. Typiquement, Cosmix sera une cible tout à fait intéressante. Et juste pour terminer, on sera même dans le 2 dernières... Hein. Exactement, c'est le but. Et c'est ce qu'on va suivre avec vous, votre évolution pour voir ce positionnement. Est-ce que dans les 2 dernières minutes qui nous restent, ou la minute qui nous reste, Anthony, tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine pour toi, Aerosatori? Alors, je sais qu'il y a plein de choses qui sont confidentielles, mais est-ce que tu peux nous faire un peu vivre l'ambiance? Oui, je vais vous donner un petit peu de contexte déjà. Oui, je vais essayer de vous faire vivre le salon. Là, ils sont en train de passer l'aspirateur. Je pense que je vais me faire mettre dehors. Mais en gros, la machine, notre machine est mise en avant sur le stand du ministère de la Défense, qui est déjà un honneur pour nous. Et c'est le ministère, c'est l'armée qui fait la promotion pour nous les emmener sur notre stand. Ce que je disais quand on a commencé notre pré-réunion, j'ai jamais eu autant de gradés autour de cette table sur laquelle je suis, autant d'étoiles dans les yeux, correspondent aux étoiles qu'ils ont sur les épaules. Les discussions sont extrêmement intéressantes. On en a assez peu parlé, mais l'European Defense Agency, on est extrêmement intronisé dedans, notamment grâce à Martin Huber qui est son porteur. On a des échanges qu'on va avoir avec Martin Huber au niveau du Parlement européen pour continuer de défendre les valeurs de la fabrication additive, soit au niveau de l'armée, soit au niveau de l'industrie.
On sent vraiment une grosse dynamique sur le drone, ça, je ne vais pas vous le cacher. On nous demande beaucoup d'unités de production avec notre partenaire droniste, directement livrable. On a des contacts avec les Indiens qui viennent la semaine prochaine dans les ateliers. On a des contacts avec KNBS. Il y a plein de noms que je peux malheureusement pas vous donner. Mais le stand ne désemplit pas. Le salon est rempli. On a la clim, mais on a l'impression qu'elle n'existe pas. Donc, c'est extrêmement prenant. Sachez quand même, pour vous donner essayer de vous donner un maximum de contexte, parce que moi, je suis dedans depuis maintenant 3 ans. Mais on est vraiment devenu un acteur incontournable de la défense. Et nous sommes les plus représentés en termes de fabrication additive, même devant un Stratasys, qui est un des leaders mondiaux, sur le salon Eurosatory, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de Rheinmetall, nous avons sorti le client de leur partenaire, qui était Markforged, pour remplacer par Cosmix, ce qui est quand même une grosse fierté pour nous. Et on a sorti Ultimaker, qui est un des autres leaders du marché de l'armée de terre. Donc vous voyez que on commence à se faire une réputation, mais on a du bouche à oreille qui se fait industriel entre les industriels et les industriels de la défense, qui fait qu'il y a de plus en plus d'industriels qui viennent vers nous ou de forces armées directement. Donc c'est franchement un super salon. Génial. Eh ben, merci beaucoup. Merci Anthony, merci Jacques-Henri, merci Axel pour ta présence et pour le travail que tu as pu faire. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte sur Soufteq Invest. Vous aurez accès à toute la présentation, toute la note d'investissement. Si l'investissement vous intéresse ou si vous posez encore des questions, vous pouvez prendre contact directement avec nos équipes qui vous indiqueront la meilleure façon d'investir. Et on vous souhaite une excellente soirée. J'espère que le webinaire vous a plu et que cet aspect, cette construction de la défense de demain, on essaye de faire aussi ensemble, des Français qui investissent, des entrepreneurs qui sont sur le terrain, qui construisent, tout ça pour aussi la grandeur de la France. Merci à tous. À très vite. Merci. Excellente Merci fin de beaucoup journée. à tous. Merci à tous. Pierre-Élie, si tu coupes pas, je peux peut-être essayer de répondre à Isabelle. Ah non, elle a dit merci. Bon, je voulais pas être sec sur la réponse à dividende, mais bon. On répondra par mail. Merci Ouais, Isabelle pour vos questions. Si Isabelle peut préciser sa question et vous l'envoyer, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si elle est si elle est avec vous à la soirée tout à l'heure, je lui répondrai en live. À ce soir, Jacques-Henri. À très vite. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup.